Maroun Edenou est avec nous sur ce plateau. Il publie aux éditions Bouquin La destruction de l'État. Et en sous-titre, École, hôpital, industrie, énergie, sécurité, diplomatie. La destruction, écrivez-vous. Si c'est détruit, vraiment, tout est détruit. Le terme est un peu fort, mais je pense qu'il est juste. C'est plutôt le processus de destruction qu'on voit depuis une trentaine d'années, qu'on peut aussi appeler processus de démantèlement de nos services publics, de nos fleurons industriels et de notre administration. Et quand vous voyez aujourd'hui l'école et l'hôpital qui sont à bout de souffle, la police et la justice qui sont écrasées par le poids d'une bureaucratie nouvelle, la France qui a perdu la majorité de ses fleurons industriels et une part importante de son indépendance économique, je pense que le terme est assez juste et en tout cas c'est comme ça que le vivent les citoyens. De manière générale, vous dites l'État ne décide plus, il se fait conseiller. Un phénomène tentaculaire, alerte la commission d'enquête du Sénat, dont le rapport démontre que les contrats passés entre l'État et les cabinets ont plus que doublé entre 2018 et 2021. C'est-à-dire qu'on a l'administration la plus importante, mais en plus, on fait des contrats extérieurs. L'État semble avoir perdu jusqu'au pouvoir d'encadrer ou d'évaluer ses prestations. L'amendement adopté au Parlement en 2022 pour instaurer une transparence sur les prestations de conseil n'a finalement pas été retenu. Tandis que les ministères interrogés par la commission d'enquête n'ont pas été capables d'évaluer la nature concrète des actions effectuées par les consultants dans plus de 80% des missions. En fait, je relis cette phrase qui est folle. Interrogés par la commission d'enquête, les gens interrogés n'ont pas été capables d'évaluer la nature concrète des actions effectuées par les consultants dans plus de 80% des missions. C'est Kafka. Mais c'est de l'argent public, bon sang de bois. Je vous assure, mais on n'en peut plus. Qui va renverser la table dans ce pays ? Il y a cet exemple-là, puisqu'on prend l'école de ce logiciel qu'avait voulu faire l'Éducation nationale, qui s'appelle Sirène, qui a été lancé en 2010. Ça a coûté 400 millions d'euros. Et ça n'a finalement débouché sur rien avec Capgemini. Et en fait, quand la Cour des comptes analyse, elle dit que ça n'a pas été encadré et que finalement, il y a eu une telle hémorragie de compétences au sein même de l'État qu'on n'a même plus les compétences pour encadrer les prestataires externes. Alors, prenons cet exemple parce que les gens le découvrent. Moi, je ne le connaissais pas. 400 millions, pourquoi ? 400 millions initialement pour faire un logiciel de paye pour les enseignants. D'accord. Et en fait, donc les consultants, eux, ils sont payés à la journée en réalité, donc et souvent. Donc, on a besoin de consultants pour imaginer un logiciel de paye. En fait, c'est un truc de directeur de paye, de DRH, de mettre en place pour que tout le monde. C'est en fait parce que l'État, c'est dépourvu de ses compétences. Il a, par exemple, abandonné l'idée d'internaliser les compétences en informatique. On avait parmi les meilleurs informaticiens en France et on a décidé de supprimer le corps des télécoms au moment même du début de la révolution Le Internet. chiffre de 400 millions, il est validé. Par la Cour des comptes, effectivement. Et le rapport est très intéressant parce qu'elle analyse effectivement que... Et ça a duré combien de temps, ça, pour retrouver ce logiciel pour payer les enseignants ? Le logiciel n'a jamais vu le jour. Bon, mais alors, l'élaboration... 8 ans, ça a duré 8 ans. C'est-à-dire que pendant 8 ans, on a payé des consultants pour un logiciel qui n'a jamais vu le jour. Alors, c'est qu'un exemple, bien sûr. C'est qu'un exemple. C'est ça qui m'intéresse toujours, parce qu'on va dans un exemple, parce que c'est l'exemple, il y en a des milliers, j'imagine, ou des centaines. C'est ça, c'est qu'en fait, on a voulu passer d'un État qui sait faire lui-même à un État qui fait faire à d'autres personnes, mais il y a eu une telle hémorragie de compétences qu'on ne sait même plus faire faire. Mais pourquoi on n'arrive pas, on ne peut pas faire ce logiciel ? À quoi nous servent les gens qui sont payés par l'État, les administratifs ? On pourrait, mais on n'a pas recruté les compétences qu'il fallait. On a perdu la vision de long terme pour essayer de recruter, par exemple, sur l'informatique. On a abandonné... Je vous donne un exemple. Franchement, c'est effrayant. Ce que vous dites est vrai, mais c'est forcément vrai. Mais... Le système français sait encore former ses ingénieurs et ses techniciens, mais l'État ne sait plus les retenir. Vous avez 80 000 ingénieurs français dans la Silicon Valley. Il nous manque 80 000 ingénieurs informaticiens en France. Donc c'est simplement qu'en fait, on a abandonné la politique d'essayer d'internaliser les compétences. J'entends. On se retrouve piégé par ces cabinets extérieurs. Bon, Monsieur Vallini, qui est le seul qui a travaillé finalement dans l'État autour de cette table-là. Le même problème s'est produit avec le logiciel Louvois pour la paye des militaires. C'était un fiasco total. Et je vais faire un peu de provocation. Louvois, le ministre de Louis XIV, Louvois, ministre de Louis XIV. Oui, 150 millions. 150 millions, ça a coûté. Mais je vous jure, Oui, alors, et en fait, on a tous le sentiment que nos impôts ne servent pas à rien. Pascal Le Pro, je vais faire un peu de provocation. Vous dites souvent sur ce plateau que beaucoup de choses qui ne vont pas bien ou qui vont très mal sont dues à la gauche et à la doxa de gauche qui, depuis 30 ans, a fait beaucoup de mal. À l'administration, après mai 68. Là, c'est le contraire. Là, c'est le contraire. 30 secondes. Là, c'est le contraire. Depuis 30 ans, la droite, depuis Mme Thatcher, depuis Ronald Reagan, la droite française, dans les années 80, a mis dans la tête des gens
y compris des gens de gauche, qu'il fallait moins d'État, moins de puissance publique, que le bonheur était non pas dans le pré, mais dans le privé. Et donc on a désarmé l'État, on a désarmé les services publics, on a désarmé les ministères. Il y a moins de fonctionnaires. Donc vous voyez, comment ? Il n'y a pas moins de En fonctionnaires. fait, quand on a dit... Il n'y a pas moins de fonctionnaires qu'il y a 40 ans, il y en a plus. Il voulait supprimer 200 000 fonctionnaires et Emmanuel Macron 120 000. On n'a pas supprimé là où c'était nécessaire dans l'administration intermédiaire, on a supprimé là où c'était le plus facile. On s'est attaqué aux ingénieurs et aux techniciens d'État, parce que personne ne les connaissait. On a supprimé dans l'armée, puisque la Grande Muette est astreinte à un devoir de réserve. On s'est attaqué aux diplomates, jusqu'à Emmanuel Macron, parce que c'est les plus loyaux. Et donc finalement, on a supprimé des enseignants, des infirmiers, et on a fait croire aux Français que l'État, c'est simplement des formalités administratives et des fonctionnaires qui ne font rien de 10h à 16h, alors que l'État, c'est aussi leurs policiers, leurs militaires, leurs enseignants, leurs infirmiers, et c'est eux qui ont été touchés. Bon, on va parler parallèle de l'impératif de rentabilité des services publics, c'est développer une obsession pour la quantification, indicateurs, tableau de bord, évaluation, une quantité d'objectifs et d'impératifs nouveaux se sont multipliés dans l'espoir de rendre plus performants les services publics. C'est pas mal ça, qu'il y ait une volonté d'efficacité. Alors la volonté d'efficacité, effectivement. Ou de résultat. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe effectivement sur le terrain. Si vous interrogez la police sur ce qu'ils pensent de la politique du chiffre ou ce que M. Darmanin appelle la politique du résultat, s'il a dit faire autrement, c'est... En fait, en réalité, ces chiffres et ces indicateurs sont généralement faits par des gens qui ne connaissent pas le métier. On parlait notamment des consultants qui ont fait ces indicateurs-là pour, donc ça, c'est ennuyeux. pour l'hôpital, pour la police. Ils leur fixent des objectifs qui n'ont rien à voir avec le métier. Et j'interroge par exemple un policier qui témoigne dans mon livre en disant « On nous demande aujourd'hui de soigner la communication du ministère et pas de protéger nos citoyens ». Et donc les chiffres aujourd'hui, ils sont utilisés à la fois par cette prise de pouvoir en fait, de managers génériques sur les experts de chaque domaine, mais aussi parce que la politique se réduit essentiellement à l'annonce de chiffres. On le voit pour l'éducation nationale avec l'objectif de 80% au bac. Aujourd'hui, on est à 93% au bac parce qu'on a quasiment fini par le supprimer. Et donc, l'éducation nationale va annoncer que le niveau n'a jamais été aussi élevé en prenant un seul chiffre. Et en fait, quand vous regardez toute la réalité derrière, ça ne correspond pas du tout. J'entends effectivement ce que vous dire. Est-ce que vous savez, par exemple, à la PHP, souvent je dis qu'il y a 40% d'administratifs. Bon, c'est le premier employeur de Paris, la PHP. Est-ce que ce chiffre est validé ? 40% d'administratifs, ça veut dire que 40% des gens ne voient pas un malade. On pourrait imaginer qu'il y ait moins d'administratifs à la PHP, par exemple. Est-ce que vous savez la place de l'administration dans les hôpitaux en France ? Elle est énorme et elle va en grandissant, notamment à cause de l'ensemble des chiffres et des rapports qu'on demande aux médecins de faire. Il y a des médecins qui me disent, moi, si je devais les faire, ça me prendrait 4 heures par jour. Et donc, plutôt que d'enlever tous ces chiffres et ces cotations, qu'est-ce qu'on fait ? On recrute des gens en plus. Donc, les médecins qui se plaignaient que finalement, leur métier... un autre médecin qui me disait, on me demande plus de soigner des malades, on me demande de soigner des chiffres. Qu'est-ce qu'on fait à la place ? On va embaucher des gens qui vont les remplir pour eux. Donc, et c'est utile ou pas ? Essentiellement non, en fait, on pourrait juste revenir. Non, mais on pourrait juste revenir au métier initial. Mais alors pourquoi l'hôpital doit soigner ? Est-ce que vous savez le chiffre de 40%, vous le validez ? Ça, j'ai pas le. C'est souvent difficile de savoir parce que. Mais alors toute cette part de l'administration, parce qu'en fait la vraie réforme, et tout le monde est d'accord, c'est la réforme de l'État. Et il y a sans doute trop de fonctionnaires où ils sont mal utilisés, où ils sont mal placés. Nous sommes d'accord. 100% d'accord. Mais alors comment on fait ce diagnostic et comment on fait pour attaquer l'administratif en France ? Par exemple, dans l'exemple du médecin, là, comment on peut imaginer revenir en arrière ? On fait un trait de plume sur ce qui est demandé ? Il faut revenir à une véritable politique sanitaire pour la santé, politique éducative pour l'éducation. En fait, le problème, c'est que je parlais de managers génériques qui ont pris le pouvoir. Vous avez aujourd'hui au ministère, mais aussi dans la haute fonction publique, des personnes interchangeables qui ont pris le pouvoir dans des domaines qu'ils ne connaissent pas et donc qui les gèrent essentiellement par les coûts. Finalement, les coûts, c'est le plus petit dénominateur commun quand vous ne savez pas quoi faire. L'éducation nationale, vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez pas on éduque pourquoi, vous ne savez pas ça sert à quoi, il ne reste plus que les coûts. Et donc, si le bac coûte trop cher, on va le supprimer, on s'en fiche de ce que ça donne. Et donc, cette gestion, en fait, c'est cette prise de pouvoir de l'administration est en train d'écraser aujourd'hui nos fonctionnaires qui perdent le sens de leur métier parce qu'ils se retrouvent à travailler pour des gens qui ne connaissent pas le domaine dans lequel ils travaillent. Jamais un gouvernement de la Ve République n'a coûté aussi cher, dites-vous, jamais il n'a été aussi impuissant. La multiplication de portefeuilles et de conseillers ne parvient pas à compenser l'impréparation de chacun et le manque de coordination du tout au sein des équipes ministérielles. Règne un immobilisme inconfortable. En fait, c'est lié au fait que
Aujourd'hui, en fait, quand l'État commence à court-circuiter son administration, par exemple, quand Emmanuel Macron court-circuite les diplomates et le Quai d'Orsay, il les supprime. Il supprime le corps diplomatique. Lui pense se rendre tout puissant, il pense avoir les mains libres. Mais en fait, on ne gouverne pas sans administration. Un pouvoir exécutif sans capacité d'exécution, et c'est à ça que servaient les grands corps et les corps intermédiaires, ce n'est rien. Et comment ça se voit aujourd'hui? Emmanuel Macron va vous multiplier les plans. En mai dernier, c'était extrêmement visible. Il y a eu en un mois le plan lycée professionnel, le plan mobilité verte, le plan santé 2030, 5-6 plans qui finalement n'ont rien donné parce que l'administration n'a plus le niveau et l'État n'a plus les capacités d'exécuter. Emmanuel Macron veut gouverner comme à l'époque du général de Gaulle. Il donne les grandes directives, il veut que l'intendance suive, mais en fait, il n'y a plus d'intendance parce qu'il est en train de la démanteler. Oui. C'est lui qui l'a démantelée, mais elle était démantelée déjà un peu... Au niveau des services publics, oui. De l'administration intermédiaire, oui. Emmanuel Macron démantèle les grands corps. Les préfets, les diplomates. Il faut savoir que la France, pendant des siècles, pendant au moins 2 siècles, a tenu, grâce à 2 armatures. En interne, les préfets, en externe, les diplomates. Oui. Bon. Mais Emmanuel Macron a supprimé le corps préfectoral et le corps diplomatique. Tout à l'heure, vous disiez que c'était la droite qui avait enlevé les... Dans l'esprit public, il fallait moins d'État, oui. Alors, non. Pas forcément. Le tournant libéral de la gauche en 83, décidé par Mitterrand, et la fameuse gauche de gouvernement jusqu'à Strauss-Kahn qui a conçu et mis en place la désétatisation de l'État. Ça commence avec l'idéal mitterrandien de la décentralisation et le développement conjoint des grandes métropoles. Est-ce que vous validez ça? Et c'est Nathalie Krikorian qui me fait cette remarque que je cite. Je valide chaque matin. Parce que si vous reprenez ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que la droite avait déteint sur la gauche, qu'elle avait contaminé la gauche et que la gauche elle-même s'était mise à dire il faut moins d'État. Moins il y aura d'État, mieux le pays se portera. En fait, la gauche aussi l'a dit. C'est un mouvement global qui nous vient essentiellement des États-Unis. Oui. Vous citiez Margaret Thatcher, à la base, c'est Ronald Reagan qui disait le gouvernement qui gouverne le mieux et le gouvernement qui gouverne le moins. Oui. Ils ont mis en tête, indépendamment du clivage gauche-droite, l'idée que il fallait... Mais Trump a fait ça, il a fait un trait de plume sur 4000 règlements. Oui. Les règlements, c'est l'enfer. Moi, je vois des restaurateurs, je vois des médecins, tous disent qu'ils croulent sous des règlements qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, c'est quand on retire l'État qu'il ne reste plus que les normes. En fait, l'État, c'était une capacité d'action réelle. Oui. Vous prenez les banques, par exemple. L'État français s'est retiré. Il y a eu une dérégulation bancaire. Aujourd'hui, le nombre de formalités que vous avez à remplir a augmenté parce qu'on a rempli celle du Trésor américain. Donc, à l'époque de la mondialisation, si jamais vous retirez votre propre État, vous allez vous soumettre aux normes européennes et aux normes des États-Unis.